vous emmenons à Chamonix-Mont-Blanc, à l'aplomb du sud-est de la France, un pays où l'on prend forcément un peu de hauteur et d'où l'on embrasse la Suisse et l'Italie. Pour vous inviter à découvrir la vallée et son massif, nous nous sommes juchés impunément à 3754 mètres d'altitude, au sommet des Drus, jalon respecté et béni de l'histoire de la conquête des sommets. Des cimes, on remercie la vie. On tente de garder l'équilibre et de percer le mystère des courbures de la Terre. Bonjour, bienvenue à Chamonix-Mont-Blanc. Pour vous accueillir, on a choisi le sommet des Drus. Les Drus, c'est un sommet mythique dans les Alpes. Pour tous les alpinistes, ils en rêvent. Parfois, ils mettent plusieurs bivouacs pour l'atteindre. C'est un sommet extrêmement difficile, convoité dans le monde entier. De cet impressionnant sommet des Drus, nous allons redescendre dans la vallée de Chamonix pour découvrir la Mecque de l'alpinisme, qui depuis quelque temps, évidemment, attire aussi des touristes du monde entier. Un dernier coup d'œil sur ce massif du Mont Blanc, le toit de l'Europe, et on redescend dans la vallée. Au matin, le vol en hélicoptère se fait dans une mer d'huile pour aller saluer la victoire des montagnards aux fêtes de leur ascension. On comprend la fierté de la capitale de l'Alpe pour les enfants des cimes, ces conquérants de l'inutile. Au matin de l'alpiniste, le sommet, c'est un aboutissement, mais c'est surtout un rêve dont il accomplit l'éveil. Ce chemin d'altitude peut survoler 18 sommets et 40 pointes secondaires autour des 3500 mètres. Les aiguilles de Chamonix s'enchaînent avec une cadence époustouflante, toutes conquises, chacune grisante d'un merveilleux vertige. Le nom des aiguilles rocheuses sont des mots alignés comme l'inventaire d'une poésie d'écolier. Le caïman, le fou, la dent du géant et les deux aigles planent sur la République. Vers l'aiguille du Midi, le grand capucin a une dent de requin, une de crocodile. Et le plus alléchant reste le Mont Blanc. Pouvait-on trouver un nom plus simple et plus noble pour le toit de l'Europe? Les premiers alpinistes l'ont atteint le 8 août 1786. Chaque jour de l'été, des cordées gravissent 4807 mètres, la tête dans les étoiles, pour se rapprocher du soleil. Je vous emmène les pieds dans la glace faire l'apprentissage de la montagne sur ces glaciers qui lèchent le fond de la vallée. Avec Lionel, guide de haute montagne à la compagnie de Chamonix, nous nous sommes retrouvés cramponnés à la mer de glace, encordés aux vagues de cette mer gelée pour se familiariser avec les techniques de l'escalade. Je vous promets un voyage sportif et contemplatif. C'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à Chamonix qui demandent où est le bateau pour la mer de glace. Voilà, encore. Eh oui. Faut les renseigner un peu. Ah oui, alors on leur dit qu'il part à 11 h et puis... Et qu'on peut venir en maillot de bain. Voilà, oui, non quand même pas, on leur conseille une petite laine. C'est un excellent terrain de jeu pour apprendre toutes les techniques d'escalade avant de partir en course ou avant de partir... Exactement. Chaque année, nous devons passer dans ces ateliers, je dirais, pour se mettre en forme et voir où on en est. Il n'y a pas de danger, il n'y a que on éprouve un peu. Là. Voilà, alors il faut choisir quand même, choisir son terrain pour ne pas être victime d'une maladresse et d'avoir une réception qui peut se terminer, tu vois, contre un bloc ou dans un petit trou quand même, on peut se tordre une cheville. On peut pratiquer ici, tu vois, on va donc revenir là, regarde, tu viens ici. Voilà. Alors tu te mets en pointe avant. Voilà. Oui, fais confiance à tes pointes et baisse le talon. Tu vois, tu as le genou trop contre la paroi. Voilà, tu te tiens bien sur tes piolets.
Voilà. Vas-y. Prêt à faire le pas décisif. Prends bien ton bras là. Ils tiennent bien, tu sais, dans cette glace bulleuse. Voilà. Parfait. Là, tu te redresses. Voilà, délicatement. Délicatement. Voilà. Prends confiance en toi. Là, très bien. Tape bien. Voilà. Et là, ça avait l'air de rien, on est en train d'aller vers la grotte de glace pour visiter après la mer de glace. Et puis en fait, il y a plein de gravillons sur la glace. Et donc c'est dangereux, on a déjà enlevé nos crampons. Donc Lionel, c'est lui qui s'y colle, il taille des marches dans la glace pour qu'on puisse descendre jusqu'à la grotte. Ce n'est pas vraiment la voie la plus classique pour rejoindre la foule des grands jours estivaux qui arpentent la feutrine posée sur le glacier. Je crois qu'on a trouvé l'endroit le plus tordu pour arriver à la grotte de glace, mais c'était le mieux. On accède normalement à cette grotte de glace par le train de Montanvert. Depuis 50 ans, la grotte est l'attraction populaire de la vallée de Chamonix. Chaque année, une nouvelle grotte est creusée, car le glacier avance, inexorablement de 70 mètres par an. De toute façon, la chaleur humaine des apprentis glaciologues fait fondre les parois de la grotte et compromet le stoïcisme des personnages folkloriques. On fait une visite rapide avec photo souvenir. Les jours d'affluence, jusqu'à 8000 tickets sont vendus pour la grotte. Incontournable, dit-on, pour les visiteurs d'un jour. Changement d'ambiance et retour au calme, nous voici place de l'église. Bon, maintenant qu'on est bien entraîné, on s'est entraîné, on a fait un peu de mer de glace, on se sent prêt pour partir en course. Et l'idéal, c'est quand même de venir au bureau des guides de la compagnie des guides, de venir chercher un guide. Alors là, nous, on va partir avec Eric en course. Comment ça se passe, Eric, pour venir demander les services d'un guide, louer les services d'un guide à Chamonix? Il suffit de venir nous voir le soir au bureau des guides. Et puis là, vous allez rencontrer un guide qui va parler un petit peu avec vous, voir un petit peu ce que vous avez fait, votre expérience. Puis là, on va vous proposer une course. Pourquoi on appelle ça une course? Parce qu'en fait, c'est une promenade en montagne ou une ascension. Ça ne veut pas dire que c'est un sprint, ouais. Mais c'est vrai que bon, il y a un itinéraire. Il y a un choix justement de cette course. En tout cas, il faut savoir qu'on appelle ça une course. C'est une course en haute montagne. Et ça ne veut pas dire un sprint en haute montagne. Donc on va se rendre depuis le sommet du télécabine de la Flégère au refuge du lac Blanc, qui est à 2350 mètres. Et de là, donc, on partira demain matin à l'aube, même très tôt, en direction de l'aiguille du Belvédère, qui lui est à 2965 mètres. C'est une course facile, où il y a un petit peu de neige, un petit peu de varap ou d'escalade, mais facile. C'est surtout un très beau belvédère sur le massif du Mont Blanc, et ça se situe dans les Aiguilles Rouges. Équipement, bonne pompe. Bonne chaussure de marche. On n'a pas besoin d'être non plus dans des chaussures très techniques, c'est un sommet facile. Par contre, des vêtements chauds, étanches à la pluie, baudrier, cordes, bon, tout le matériel nécessaire. C'est une course qui va passer du domaine de la randonnée en moyenne montagne à la course en haute montagne. Donc là, on arrive à l'index, 2300 mètres d'altitude. Ah, il fait un peu froid. Et on va commencer à marcher. Par là-bas. Après le téléphérique de la Flégère, impossible d'hésiter. Le lac Blanc est tout indiqué. Nous partons pour une ascension tranquille et majestueuse, conseillée l'été pour sa douceur et les rencontres imprévues. Il y a des jeunes mères qui sont juste à côté de nous. Quoi, 10 mètres? Une vingtaine. C'est un peu dans l'après-midi que le sommet des remontées mécaniques devient un peu plus calme, il y a beaucoup moins de monde. Donc ils redescendent un petit peu, viennent chercher la bonne herbe. On est aussi dans une réserve, un parc naturel, la réserve des Aiguilles Rouges. Donc psychologiquement pour les bouquetins, c'est très safe. De toute façon, le bouquetin, c'est dans nos réserves et à la fois le bouquetin, il doit se protéger, tu n'as pas le droit de le chasser.
Donc même en période de chasse, ils sont tranquilles. C'est un mâle bouquetin de 4-5 ans. Bon, on est quand même sur un bon chemin là. La marche est agréable. Il a recouvert un peu de lichen. Ouais, il y a du granit, il y a beaucoup de schiste, surtout dans les aiguilles rouges. Donc là, on va découvrir face à nous la tour des Crochus. On est sur la bonne voie, hein. Nous sommes sur le versant de la vallée, face au maître des lieux, le massif du Mont Blanc. Et c'est là toute la magnificence de cette balade, praticable de mi-juin à fin septembre. Maintenant on découvre l'aiguille du Tour. C'est l'aiguille du Tour qui est un peu sous les nuages. Voilà, frontière suisse, l'Italie. Juste derrière les Alpes valaisannes. Regarde, on aimerait y piquer une tête. Hein. Et alors? Il est à combien? Ah, là, l'eau doit être entre 5 et 8 degrés quand même. Et le refuge. Tout neuf, Ouais. tout beau. Ouais, qui s'intègre bien dans le cadre Et là, d'hiver. c'est ce qui nous attend demain matin. Voilà, l'aiguille du Belvédère. Donc une partie un peu facile dans le rocher, une partie neigeuse qu'on découvre là, et après toute l'arête sud, où là on découvre un petit peu le passage difficile de la voie qui va être à l'endroit où il y a une brèche très marquée. Ouais. Et voilà, bah, c'est la partie verticale de la voie où là il faudra un petit peu s'employer. Bonjour. Et voilà, Avec le menu en le premier plan. refuge. J'espère que tu as faim. Bon bah, puisqu'on dîne, attends, voilà. Ah, c'est bien. 30 personnes maximum. Ça reste un petit refuge, c'est sympa. Superbe environnement en plus, hein. C'est vrai que c'est reposant ici. C'est pas encore la haute montagne. On est à quoi, 2300 mètres? Il n'y a encore pas trop de stress là, de la montagne titienne. Là on est à 2350 mètres. Et il est ouvert 3 mois par an le refuge. Alors il est ouvert principalement l'été, l'hiver, il peut être ouvert à la bonne saison, à la saison de avril-mai pour le ski de randonnée. Ah bah voilà. Ah, nice. Il y a qu'en refuge que tu manges de la soupe. On mange de la soupe. Merci. Alors les vrais ils mangent la tome avec la croûte. Ouais. Je suis pas encore une vraie, non. J'ai besoin d'un peu d'initiation. Le refuge du lac Blanc est perché à 2352 mètres, confortable et entrouvert comme une fenêtre sur les dômes, au crépuscule rassurant. « 6 h du matin, il faut se réveiller un peu doucement. C'est bien, on s'est levé en même temps que le soleil sur le Mont Blanc. C'est joli ça. Allez. Allez. Depuis le refuge, nous partons faire l'ascension de l'aiguille du Belvédère, le sommet des aiguilles rouges. Et c'est là qu'on l'appelle le lac Blanc parce qu'en fait il est gelé la majeure partie de l'année. Mais il est transparent. Super joli. Peut-être qu'on va voir des marmottes aujourd'hui. Il se rapproche nettement, nettement. Là ça grimpe sec déjà. Le matin comme ça, en sortant du refuge, on essaie de prendre un pas un peu régulier, Régulier. mettre un petit peu en jambes. Donc le premier névé. Moi je vais un petit peu tailler quelques marches. Tu mets bien tes pieds donc au fond des marches. Donc là le névé est très court, il n'est pas très raide. On va pas sortir la corde tout de suite. Tu crois qu'on peut trouver des édelweiss là? Ah, sur ce type de terrain non, on n'en trouvera pas. Pour raison que c'est des plantes qui poussent sur des terrains calcaires. Et bah, dans le massif du Mont Blanc, il n'y a pas de calcaire. Je commence à te sentir plus à l'aise, hein? Ouais.
Le réveil est toujours un peu délicat au refuge. On n'est un peu engourdi. C'est vrai qu'avec les premiers rayons de soleil, on se sent tout de suite beaucoup plus à l'aise, beaucoup mieux. Là, on a l'aiguille donc du Belvédère, l'aiguille du lac Blanc sur la droite, tête plate. Et l'aiguille de la Persévérance, effectivement, qui est derrière. C'est joli comme nom. Ouais. Tous ces noms, en général, ça... Oh, bah, tu as des noms d'aiguilles qui sont donnés parce que c'est les premiers ascensionnistes qui les ont fait. D'autres, effectivement, le Belvédère parce que c'est un magnifique point de vue. Tête plate parce que tout le sommet est un plateau. En général, il y a toujours un sens et des hypothèses de définition parce que c'est quand même des noms qui viennent de très loin. Bien. Et ben voilà, on va marcher ensemble comme ça, très près l'un de l'autre. La neige est réchauffée par dessous à cause de la chaleur des rochers. Fais un peu attention, tu as souvent la neige qui s'effondre sous tes pas quand tu arrives près des rochers. Jusqu'à maintenant on était sur des névés, donc des neiges qui sont presque là tout le temps mais en fin d'été qui disparaissent. Là maintenant on vient de prendre pied sur le glacier du Belvédère. Ah ça c'est neige éternelle. Et voilà, endroit où on va faire une petite pause. Voilà, pas d'équilibre, tranquillement. Tiens, viens te mettre là. On découvre toute la chaîne des Fises au premier plan. Et derrière, tu as donc tout le bassin genevois. Sur la gauche, on voit une aiguille qui se détache nettement dans le ciel. On appelle ça la pointe percée. Annecy est derrière. Ouais. Tu es prête? Je suis prête. Allez. Alors là, tu vas t'installer tranquillement, tu vas t'asseoir même. Voilà. Là, je vais t'attacher derrière le bloc. L'escalade, tu verras, n'est pas très difficile. Hein. Il suffit de bien poser tes pieds sur les petites prises que tu as là. Tu as le choix, hein. Tu verras, il y a beaucoup de prises de pieds, beaucoup de prises de main. J'attends que tu sois tout là-haut. Oui, je t'appellerai, hein. Je te le dirai quand je serai au sommet. Alors dans une cheminée, on essaye de ne pas trop aller au fond de la cheminée, mais de rester un peu à l'extérieur. Sur les versants. Voilà, sur le bord de la cheminée. Ok, tu peux venir Cécile. Ah, c'est très bien. T'es à l'aise là? Regarde bien où tu vas. Ne te colle pas trop au rocher. Ouais. Ouais, ça va faire partie des moments forts de la journée. Ouais, bravo. Ça va pas bien, hein? Il y a un petit effort là, voilà. Et là, comme ça, le pas que tu vas faire sur le pied droit va se passer tout seul. Voilà. On y va. Et voilà. Ah, super. C'était le passage clé un petit peu de la voie. Maintenant, l'ascension se déroule sur une partie un petit peu plus facile. Tu vois, donc tu as toute la face est à notre pied. Et tu as un risque quand même assez fort d'orage en ce moment. Pas forcément le fait d'être touché par la foudre, mais si elle tombe proche de toi, tu peux te faire éjecter par l'onde de choc. Si tu es sur des arêtes, tu peux faire éjecter d'un côté ou de l'autre. Ça va, pas trop impressionné par l'ambiance. Là, on va changer de versant. On va basculer de l'autre côté des aiguilles rouges. On va abandonner un peu le mouvement. Ah là, on tourne de l'autre côté, ouais. Alors, là, on voit très bien le lac Blanc. Ah ouais. Trop bas. Et le refuge dont on est parti ce matin. C'est beau, hein, cette neige. Ouais, ça fait quand même pas mal, hein.
On a 2965 mètres. Bravo Cécile. Merci. Success. Nice. Sommet des Aiguilles Rouges, le belvédère. Tu comprends maintenant pourquoi on l'appelle le belvédère. Hein. Pour le panorama sublime de tous les côtés. Là, tu as une vue à 360 degrés sur tout le massif, hein, le massif du Mont Blanc, les Aravis, les Fises, le massif suisse proche, le massif suisse un peu plus longtemps avec le Damastoc, le Mont Buet devant nous et toute la vallée qui est un petit peu dans les brumes aujourd'hui. Ouais, c'est sublime. Même en plein centre-ville, à Chamonix, on n'efface jamais le Mont Blanc. Fascinant. Et pour connaître l'histoire de la cité, j'ai rendez-vous avec Lorraine. Voilà, je vous présente Lorraine qui est guide du patrimoine de Chamonix. Et pour une fois, on va essayer d'éviter un peu de regarder Chamonix le nez en l'air que pour voir les sommets. On va s'intéresser à la ville de Chamonix. Ce qui paraît quand même assez étonnant, c'est que les habitants soient venus habiter dans cette vallée, qui est une sorte de gorge assez vertigineuse. Et en plus, c'était pas des alpinistes au début. Ah non, pas du tout. C'est vrai que quand même, les habitants sont arrivés quand même assez tard, relativement tard, parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a 20 000 ans, toute la vallée, toutes les zones au-dessus de 1500 mètres, comme on voit là, étaient recouvertes de glace. Les glaciers effrayaient les habitants de Chamonix parce qu'ils ont toujours, ils se sont rendus compte que les glaciers bougeaient, qu'ils avançaient ou qu'ils reculaient, et donc pour eux, les glaciers étaient habités d'esprits maléfiques, de bêtes incroyables. Sur le glacier des Bossons, il y avait une belle légende qui raconte qu'une jeune paysanne était promise à un noble qui passait par là, qui l'avait rencontré, qui était vraiment tombé éperdument amoureux de cette belle femme, et qu'il devait venir la rechercher pour l'épouser, mais malheureusement il n'est jamais venu. Et cette jeune femme est montée au sommet de la montagne pour pleurer de tout son soul. Et le glacier des Bossons qu'on peut admirer aujourd'hui, en fait c'est ses larmes et son voile de mariée qui est resté figé par la glace. Voilà. Une grande princesse. C'était une belle histoire. Voilà les fameux deux Saussures. Horace Bénédicte et de Balma. Saussure. Ouais. Alors il monte le Mont Blanc par exemple, non? Ah bah oui, le Mont Blanc. En fait, il montre le chemin pour aller au Mont Blanc. Lui, c'est de Saussure, un Genevois. Oui, on voit quand déjà ses vêtements, hein, on sent que c'est quand même quelqu'un de plus important que le petit guide à côté du pays, Balma. Donc de Saussure, c'était un scientifique genevois qui est arrivé à Chamonix en 1860, il était tout jeune, il avait 20 ans. Il a décidé qu'il voulait absolument trouver le chemin pour monter au sommet du Mont Blanc. Chose incroyable pour l'époque, parce que les gens se disaient monter au sommet du Mont Blanc, mais quelle drôle d'idée, personne n'y avait pensé jusqu'à là. Et il a fait placarder un peu partout des avis, entre autres à l'église, comme quoi il promettait une forte récompense à qui trouverait le chemin pour monter au sommet du Mont Blanc. Ceux qui s'aventuraient vraiment en montagne, c'était les cristalliers ou les chasseurs de chamois. Mais sinon, personne ne s'aventurait car vraiment la montagne, encore à cette époque, elle faisait très peur, il y avait des tas de superstitions. Et en fait, si le tabou du Mont Blanc n'était pas tombé, c'est parce que justement, personne ne voulait passer une nuit en montagne. Et le moyen, c'était de bivouaquer en altitude. Et pour tous les gens de Chamonix, c'était la mort certaine à cause du froid, de la neige. Enfin, pour eux, c'était la mort certaine. Alors que Balma, par hasard, en étant obligé de bivouaquer dans la neige, a trouvé la solution. Et c'est un peu comme ça qu'il est devenu le héros du Mont Blanc. En quelle année? C'était en 1786. Hein. Et il avait entraîné un médecin avec lui, le docteur Paccard. Voilà, en fait, le docteur Paccard voulait être le premier scientifique à monter au sommet, avant de Saussure, avant tous les autres qui convoitaient en fait ce sommet. Et donc, ce docteur a proposé à Balma de l'accompagner, de faire équipe, parce que seul, il ne pouvait pas partir. Et ils ont fait ça ensemble, plus ou moins en secret. Ils sont montés au sommet tous les deux et ils ont réussi cet exploit. Ils ont mis 3 jours pour aller au sommet. Ils ont fait un premier bivouac au sommet de la montagne de la Côte. Et après, ils sont montés au sommet. Ils sont restés une heure au sommet. Ils sont redescendus, le temps de faire quelques mesures. Et ils sont redescendus après un deuxième bivouac. Ils sont redescendus à Chamonix. Et lui, il est allé après, avec plein de mulets. L'année d'après, voilà. L'année d'après, en fait, là, véritablement, le baptême du Mont Blanc s'est fait en grande pompe, un an après, en 1787. Et il y a un alpiniste dont les livres m'ont fait rêver de Chamonix et surtout de sa montagne.
Il photographiait les cimes, il les caressait et les décrivait comme son jardin féerique. Cet homme, c'est Gaston Rébuffat, qui décrivait la montagne comme un monde au-dessus du monde, stérile, créé juste pour notre bonheur. Notre bonheur aujourd'hui, c'est que Chamonix célèbre Gaston Rébuffat, qu'il a invité aussi Maurice Baquet, violoncelliste, comédien et surtout alpiniste. Aussi alpiniste, il est souvent parti en cordée avec Gaston Rébuffat. On a rendez-vous avec lui en quelques souvenirs, il nous raconte l'amitié et la montagne. Moi j'ai connu Gaston en 1943. On s'est rencontrés à Chamonix et on ne s'est pas quittés. C'était vraiment à la cordée, Don Quichotte et Sancho Panza. Voilà, là, je grabotais derrière. Gaston mettait le pied droit où je mettais la main droite. Pour ma gloire, je dis qu'il ne m'a jamais tiré, Gaston. Je suis toujours débrouillé, même de temps en temps, grâce à mes épaules beaujolaises, il montait sur mes épaules pour éviter de mettre un piton. On ne mettait pas beaucoup de pitons du reste à l'époque. Quand on a fait la première ascension de la face sud de l'aiguille du Midi en 56. On a mis, je crois, 2 ou 3 pitons et un petit coin en bois, alors que maintenant, quand même, il y a beaucoup plus de pitons. On aimait bien monter en libre. C'est ce beau granit rouge avec ce beau grain. Il y a un plaisir qu'un violoncelliste comprend, peut-être d'autant mieux. Ça, c'est le surplomb qu'il y a sous l'aiguille du Midi, enfin, dont on s'est servi pour le film Étoiles et tempêtes, justement, pour démontrer que justement, si la technique permet de franchir des passages difficiles, autant on l'utilise. On ne trouve pas dans toutes les ascensions des passages comme ça. Souvent, la question est comment sait-on qu'un python tient? Un python, quand il s'enfonce bien, doit faire... Alors là, on sait que ça tient. D'où l'importance d'être musicien en haute montagne. Dans la façon de Cimagrandi Laveredo, le jour où les premiers ascensionnistes Emilio Comici et les frères Di Mai ont fait la première ascension, ils ont été obligés de passer la nuit dans la paroi. Donc ils ont passé la nuit debout dans les étriers. Et pour leur faire passer une nuit plus agréable, il y a des musiciens qui sont venus à la base de la paroi et qui pendant la nuit leur ont fait un petit concert. Donc violon, violoncelle, guitare et toute la nuit. Alors quand Gaston m'a raconté cette histoire, j'ai dit « Oh, il faut un jour que j'amène mon violoncelle et que je te joue un petit air pendant que tu feras une descente en rappel. » J'aimais bien blaguer, tout ça. Alors, ça détendait un petit peu Gaston et notre cordée a fonctionné donc de 1943 jusqu'en 1956. Puis on a commencé petit à petit à faire des prises de vue donc pour ce film Étoiles et tempêtes, l'histoire d'un guide et de son client auquel il apprend à aimer la montagne, ce qui était facile avec Gaston. Et cette photo m'avait toujours beaucoup frappé. Et quand à la fin du film, Gaston m'a dit « Est-ce qu'il y a une ascension que tu aimerais faire ?» J'ai dit « C'est aller au Badil ». Moi, j'ai assisté aux premières ascensions des grandes faces nord. Entre 33 et 39, c'était un mystère, c'était mythique. La face nord du Cervin, face nord des Joras, face nord du Badil. Alors Gaston, la guerre terminée, a vraiment une manière majestueuse enlevé tout ce mystère qui a entouré les faces nord pendant longtemps en refaisant les secondes ascensions. Ce qu'il relate donc dans son livre Étoiles et tempêtes. Et forcément, c'est ce qui m'avait tellement plu. Et à l'idée de faire le film, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Depuis Saint-Gervais-le-Fayet, au sud limitrophe de Chamonix, nous sommes à bord du tramway du Mont-Blanc, le TMB. Conçu au tout début du siècle, ce train à crémaillère, prouesse technologique de l'époque, devait aboutir au sommet du Mont-Blanc. La guerre de 14-18 a interrompu l'essor des ingénieurs en ce domaine. Le TMB aboutit au glacier de Bionasset, au chaos des séracs et au nid d'aigle. On l'emprunte pour jouir du panorama, partir en randonnée ou commencer l'ascension du Mont-Blanc. Ça y est, on est arrivé au terminus du tramway du Mont-Blanc, 2400 mètres, c'est le nid de l'aigle. Et c'est le départ de la voie classique pour atteindre le sommet du Mont-Blanc. Nous, ce n'est pas notre première destination, on va vers d'autres cimes, encore un peu de hauteur, pour rejoindre des cristalliers. Les cristaux, c'était la première raison des chamoniards pour partir à l'assaut de la montagne.
Ceux que je vais rejoindre sont des ultra-doués, enfants d'enfants du rocher. Les cristaux sont leurs jouets vertigineux, leur jardin génial et secret. Un grand moment avec eux. Quand je vous avais dit qu'on allait prendre un peu de hauteur, on a rejoint Jean-Franck et René qui sont guides de haute montagne et surtout qui ont une passion de chercher les cristaux dans la montagne. Voilà, de cristallier. Comment on devient cristallier? C'est un peu pour perpétuer une sorte de mémoire des premiers alpinistes, enfin des premiers chamonniards en tout cas. Je ne sais pas, c'est une passion de la pierre, une passion du cristal. C'est toujours extraordinaire dans ce chaos de rochers de voir qu'il y a des choses qui brillent comme des bijoux. C'est la quête un peu du trésor sans arrêt. Moi, mon père était cristallier, mon grand-père était cristallier. Il m'a emmené en montagne naturellement dès l'âge de 12-13 ans. C'est ma 30e saison à chercher des cristaux dans la montagne cette année. Et il est très important, avant d'être cristallier et pour devenir cristallier, d'avoir pratiqué vraiment la haute montagne et à un certain niveau de difficulté. Parce que nous nous trouvons souvent dans des conditions très difficiles, avec des sacs lourds, dans du rocher pourri, des faces verticales si elles ne sont pas surplombantes. Et si on ne domine pas vraiment la technique, on est vraiment très embêté. Cette montagne s'éboule, bouge de partout. On est dans un endroit où l'érosion est très forte. C'est pour ça qu'on arrive à trouver les cristaux dans les grandes parois extrêmement monolithiques et compactes. Les cristaux sont tous accrochés. Donc on peut juste les regarder. Tandis que là, on est dans des zones très effondrées où les cristaux sont naturellement détachés. Ça, c'est une belle pièce que vous avez trouvée ici. C'est une pièce intéressante, ouais. C'est un très beau cristal fumé. Celui qu'a Jean-Franck dans la main est peut-être un petit peu plus intéressant. On cherche le fumé qui est un petit peu plus noir, un petit peu plus soutenu comme ça. On appelle ça des quartz morions. L'or des cristalliers n'est pas jaune mais rose. Ce minéral que tu as devant toi s'appelle de la fluorine rose. Ça c'est octaédrique et ça c'est hexagonal. Ça c'est extrêmement dur, ça l'est moins, mais ça c'est beaucoup plus rare. On ne trouve ça pratiquement que dans le massif du Mont Blanc et en Suisse, nulle part ailleurs dans le monde entier. Quand tu trouves des choses comme ça, en général, tu rentres à la maison, tu es content, c'est une bonne journée, c'est sympa. Donc on garde les plus beaux en collection et en vitrine, et puis après on en vend, ouais, certainement. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui nous en demandent, quoi. Il y a plein de gens qui sont complètement passionnés, qui ont un hobby de la minéralogie absolument énorme, et qui nous en demandent sans arrêt. On les date, les cristaux? Ils sont formés 10 km sous terre, avant l'avènement des Alpes, c'est-à-dire que le rocher actuel qui a donné naissance à ces cristaux était sous la mer des Tétis, c'est-à-dire il y a 15 millions d'années. Et ensuite, les Alpes sont remontées doucement d'1 millimètre par an. Et ça fait 15 millions de millimètres. Et 15 millions de millimètres, ça fait 15 km. Donc ce qui était 10 km sous terre est aujourd'hui à 3-4 000 mètres d'altitude. Et on les trouve à ce moment-là. Comment on les repère, comment on les devine? Alors, l'outil cristallier, je crois que c'est les jumelles. On repère depuis le glacier les grandes parois. Et on voit des filons de quartz blanc qui rayent les parois. Et ces filons, par endroits, s'interrompent et laisse ouvert un trou qu'on appelle un four. Et il faut voir dans le four s'il y a quelque chose ou pas. Ce trou, c'est tout à fait caractéristique. Grande paroi verticale, très difficile dessous. Alors ça, au moins, on est sûr déjà que personne n'y est allé, toi, sûrement. Parce que monter dessous, c'est de l'escalade artificielle. Je pense que peu de cristalliers font ça. Et nous aussi, on perdrait beaucoup de temps à monter directement. Donc on va passer sur le côté droit, là par ces blocs brisés, tu vois, faire un peu d'escalade. Monter le plus possible à la verticale du trou, poser un grand rappel et venir en pendule sur la terrasse devant le four et puis accéder au trou. Allez, je vais faire un peu de montagne. Jean, récupère la corde. Ok, je tends la corde. La condition sine qua non pour se déplacer ici et pour faire quelque chose, c'est d'avoir totalement confiance les uns dans les autres, parce que le rocher est pourri, on est très loin, on n'a pas de moyen de contact avec la vallée en général, donc s'il nous arrive quelque chose, on est vraiment très mal. Et on y va toujours ensemble. D'une part parce que ça nous permet de conserver nos secrets et notre culture entre nous, et d'autre part parce que vraiment il est extrêmement nécessaire d'avoir une très très grande confiance les uns dans les autres dans ce genre de terrain. Ok. Je vais faire tomber des cailloux. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est tout pourri, donc faut se défendre un peu. Hein. C'est profond? Ben écoute, ça va faire 3 mètres. Sur le bord gauche, il n'y a pas des cristaux? Il y a des cristaux un peu partout, non Franck, mais c'est gelé. On remontera avec du sel. On n'est pas venu pour rien.
Tu vois ça, Jean-Franck? Oh là, ouais, dis donc. C'est la voûte du dessus, hein. C'est la voûte du dessus qui est tombée. Ça n'a pas l'air mal, mais ça le fait dans les 70-80 kilos. Putain. Nous en laissons énormément parce que très souvent nous sommes en contact avec des plaques qui sont de l'ordre du quintal, 100 kg, 150 kg, 200 kg. Et nous ne prenons jamais ce qui est attaché au granit parce que de toute manière, d'essayer de le prendre, ça voudrait dire le faire exploser à cause des vibrations. Mais celui-là, si nous ne le ramassons pas dans le pierrier, il est détruit. Il va se transformer en sable. Un proverbe de la montagne, le même que celui du désert, dit que l'homme voyage toujours en avant de lui-même. Il porte en lui plus grand que soi, sinon il s'abandonne à l'immensité et à la rigueur effrayante des forteresses naturelles. Depuis les Droites, à 4000 mètres d'altitude, nous volons vers l'aiguille du Midi en contournant le refuge des Cosmiques, Moderne et Altier. Un grand refuge construit par héliportation de tous les matériaux. Un havre d'altitude accroché à son piton à 3620 mètres, une bonne raison pour aller y passer une vraie nuit d'acclimatation. Physiologiquement, c'est le temps passé en palier progressif vers les hauteurs qui nous préserve du mal des montagnes et nous permet d'aller plus haut. Plus haut et séparé des Cosmiques par une arête périlleuse, c'est l'aiguille du Midi. Quand en 1786 l'ascension du Mont Blanc est devenue accessible, cette aiguille est devenue le nouvel inaccessible. Et ce n'est qu'en 1856 qu'Alexandre de Voissou, guide sagace du comte de Bouillé, s'est hissé au sommet du pic satellite. Pour toute la fortune du monde, il n'y serait retourné. Aujourd'hui, par le prix d'un téléphérique édifié dans les années 50, 4000 personnes font la découverte de ce sommet chaque jour. On en a le vertige. Pour vaincre ce vertige et tracer notre voie, je pars avec une première de cordée, guide de haute montagne, Sylviane. On se retrouve quelques aiguilles plus loin, au top du top, tout en haut de l'aiguille du Midi, avec Sylviane Tavernier, qui est guide de haute montagne. C'est la première femme guide de haute montagne. On fera sa connaissance petit à petit. Pour l'instant, on va regarder à quelle altitude on est déjà. 3800 mètres. Et effectivement, tout le monde, même les non-grimpeurs, peuvent accéder par un téléphérique. Et par cette terrasse-là, ils peuvent admirer tout ce beau panorama que tu vois. Mais nous, on va aller bien plus loin dans un secteur, rien qu'à nous, parce qu'il n'y a que les alpinistes qui vont y accéder. Tu peux nous montrer un peu l'itinéraire qu'on va prendre, qui est un peu vertigineux de là? C'est vrai, c'est impressionnant. On va prendre l'arête là-dessous, qui est très raide parce qu'on voit à gauche la pente qui redescend de Chamonix, il y a 2000 mètres de ville jusqu'à Chamonix. Ensuite, à droite, il n'y a que 300 mètres. Ensuite, tu tombes, tombe à droite. Hein. Tombe pas à gauche. Hein. De toute façon, on ne va pas tomber. Et ensuite, on va aller au col, là-bas, et on va revenir sur notre droite, passer la Rimée. C'est une crevasse, en fait. Hein, c'est un trou dans la glace. Et puis de là, on va prendre direction à droite et rejoindre le refuge des Cosmiques. Là, c'est toujours enneigé toute l'année. Ah, c'est des glaciers éternels. Hein. Moi, ça fait un petit peu frisqué. Hein. Tu verras, l'arête n'est pas trop gelée parce que le temps était assez doux jusque-là. Il y a eu comme le soleil ce matin. L'orage, il est en dessous là. Il est en train de taper dans les aiguilles rouges. On va se dépêcher d'arriver au refuge avant qu'il arrive sur nous. Voilà, on peut même se permettre des petites glissades. Hein. Non. Parce que tu sais, si tu glisses à gauche, tu sais ce qu'il faut que je fasse pour te retenir? Il faut que je saute à droite. Alors tu vois, j'y ai fait une fois avec un monsieur, je ne refais pas 2 fois. Tu peux faire des plus grands pas là. Hein? Voilà. Il faut que tu marches les jambes à peine écartées. Pas comme un vrai canard. Un canard, mais qui aurait les talons écartés. Parce que des fois, on se prend un talon l'un dans l'autre. Regarde, c'est belle éclaircie. Ouais, on a de la chance, un orage. Basta. Et moi, j'aimerais bien que tu prennes l'orage là au refuge. C'est beau l'orage à 3008. On va attendre d'être arrivé. Ouais, il commence à faire hyper bon. Et on voit le refuge.
Voilà. Vas-y, tu peux y aller. Tu te fais légère, hein? C'est glacé en plus. Alors tu cramponnes bien. Voilà. Bravo. Parfait. Tu vois là la face sud de l'aiguille du Midi avec une grande ligne bien marquée là au milieu qui passe au petit surplomb. C'est Rébuffa qui l'a ouvert avec son client Maurice Baquet. Ouais. Et cette voie on la fait toujours avec plaisir parce qu'elle est toujours aussi belle. Et vraiment ils ont trouvé une ligne d'itinéraire extra. Tu vois le refuge et le vin chaud qui nous attend. Pas encore froid, pour l'instant ce sera plutôt un Perrier. Oh, un petit vin chaud avec un peu de cannelle dedans. C'est ce qu'il disait en 1900. Tourne-toi vers le bas, respire, t'as l'oxygène du bas qui monte. C'est encore pas étudié comment ça se passait. Alors il faisait tourner les clients en regardant vers le bas pour respirer l'oxygène. Je trouve que c'est une belle image. Ah, c'est pas vraiment pour les crampons, c'est pas idéal là. Non, on va les quitter là. On a eu de la chance pour l'orage, hein. Ah ouais. Là c'est couvert. Le jour souffle et se lève sur le glacier du Géant. En montagne, la promesse de l'aube, c'est d'abord le picotement saisissant du premier pas dehors, puis la renaissance du corps qui entraîne, de sa chaleur, la vigueur de l'âme. Il fait plus froid qu'hier, t'as vu la montagne comme ça change? Ouais, ça... Aussi bien il fait 10 degrés, aussi bien il fait moins 10 dans les 2 heures qui suivent. Hein. Là il fait -2, -3, quelque chose comme ça, pas trop froid encore, mais on aime bien. Ça fait combien de temps que tu es guide à la compagnie? Parce que je crois que c'était vraiment ce que tu voulais. Ça fait depuis 86. C'est vrai que t'en es ici, pour moi la compagnie des guides, c'était mes pères qui étaient là, mes frères, et j'avais envie de professer avec eux. Donc, mais je suis pas les cas complexes d'infériorité dès le départ, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas comme eux. C'est sûr que c'est quand même un métier d'homme, hein. C'est quand même difficile. Jouer en fin de saison, on commence à être fatigué. Hein. Pas rêver, hein. Je m'entraîne. Hein. Je suis sûre que je m'entraîne 2 fois plus qu'eux, hein. Et toute l'année. Hein. Et après, avec les clients, ça se passe comment? Il y en a peut-être qui se disent une femme moins forte, moins confiance. J'ai jamais eu le cas d'un client ou d'une cliente qui dit c'est le guide-chef, je prends une cliente en tour de rôle, et après le guide-chef présente au client son guide. Par exemple, tiens, je te présente Gilbert, ou il s'arrêtera là. Mais moi, il te précise toujours, tiens, je présente Sylviane, elle est guide. C'est marrant, je trouve ça extra. Et une fois en montagne, t'as pas eu des réactions un peu étonnantes ou un peu... Ou des gens qui disaient non, moi je préférerais avoir un... Contre, des fois j'ai eu des gens, des femmes entre autres, qui aimaient bien grimper avec une femme parce qu'elles enlevaient leur complexe d'infériorité justement, puisque c'était pas un guide-homme qui passait devant, il n'y a pas de raison de ne pas passer non plus. Ils ont été des fois un peu étonnés, mais à la limite, puisque je suis là et puisque j'ai été puisque j'ai ma compagnie, pour eux, j'ai été testée et je dois avoir le niveau. Il fait à peu près beau et on a choisi notre course, on va au sommet de la Pointe Lachenal. Bien. Après cette bonne nuit de sommeil, t'as bien dormi en fait? Super. À 3600 mètres. Non, il y a un peu de vent, mais c'est pas un vent très froid. Parce que tu sais, le fun, c'est un vent du sud, donc c'est un vent chaud. Une belle rimée là, hein. La passe rapide. Tu te fais légère. En fait, ça peut être un peu forcé de sauter parce que comme on est petite, il faut que tu fasses un grand pas. Mais je t'assure bien, hein, tu peux y aller. Voilà, très bien. Et là, tu sais qu'on passe sur le tunnel du Mont Blanc, là. Le tunnel du Mont Blanc, il passe là, à droite de l'aiguille du Midi, là,
il passe au coin de la pointe Lachenal et il sort à Courmayeur. Les soutes du Mont Blanc, t'imagines, il y a les touristes qui passent dessous nous là. Ça passe bien, hein? Bien le prendre au milieu le pont, hein? Il est costaud au milieu. Faut que tu fasses un jeu de jambes, hein? Faut que tu croises parfois tes jambes sans te prendre les crampons dans le pantalon, hein? Bien. Allez, je te laisse faire le sommet en tête. Allez, je te laisse la joie du sommet de tête. Profites-en pas pour accélérer parce que je vais être crevée. Regarde ce domaine en face. Ça vaut le coup de monter jusque là, hein? C'est la vallée blanche là? C'est la vallée blanche dessous. Regarde. La vallée blanche, elle part de l'aiguille du Midi. On passe là devant le Gros Rognon. On fait le virage. On descend devant la pointe de la Dent du Géant. Là-bas, tout au fond, un peu noir à cette époque, on devine la mer de glace. Tu vois, tout au fond, là-bas, dans le creux, sous ce nuage. Et hop, on avait à Chamonix. C'est par les courses en montagne et les journées passées avec les guides que l'on apprivoise Chamonix. Dans la petite ville de 10 000 habitants, il y a 60% de chamoniards sur 3 générations et la compagnie des guides la plus ancienne du monde. Créée en 1821, ce n'est qu'un siècle plus tard, en 1930, qu'elle accueille le premier Monchu, le premier étranger, Roger Frison-Roche. À Cham, on est toujours fier d'appartenir au clan de la compagnie où aujourd'hui les activités sont destinées aux 17 000 alpinistes qui déboulent chaque année. L'évolution, c'est par exemple le canyoning. On est passé par ce joli village fleuri, le Tour, pour rejoindre Jacques, guide à la compagnie bien sûr, au torrent de Barberine. C'est bon là, tu vois, on arrive, on est juste à côté. Voilà, là on est descendu un peu à l'est de Chamonix, on est tout près de la frontière suisse et on a retrouvé Jacques qui est aussi pédagogue en escalade, en canyoning. Ça fait longtemps qu'on fait du canyoning ici? Ici, tu vois, dans ce torrent qui s'appelle le torrent de Barberine, on vient régulièrement depuis 3 à 4 ans. Ce canyon, eh ben, il a la particularité d'avoir un petit peu tout ce que l'on rencontre généralement dans les autres. Tu verras, on aura un petit saut, on aura un rappel et on aura un petit toboggan. Te voilà prête. Tu fais attention, ça peut être très glissant. Elle commence à être bonne, hein? Tu peux faire du canyoning de camp à camp. Ici, par rapport à la température de l'eau et les chaleurs qu'il fait, à partir de la mi-juin, tout avant, puis après jusqu'en septembre. Petit rappel, 25 mètres. On arrive à un petit toboggan, tu vois là. Très sympa. Très sympa, ouais. Très sympa le toboggan.
pas trop froide? Non, de moins en moins. De moins en moins. Mais, Non. T'es contente? super. Bon, cette fois, on est passé en Suisse, tout à fait légalement, je vous rassure, pour aller faire une randonnée de moyenne montagne. Ça se fait de plus en plus, tout près de Chamonix, tout autour de Chamonix. On est avec Eric, qui est accompagnateur de moyenne montagne, et on est parti pour 3-4 heures de randonnée minimum, parce qu'on va prendre du temps en route. Notre objectif, ce sont des traces d'animaux préhistoriques. Je ne vous en dis pas plus, on va aller les découvrir. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils datent d'il y a à peu près 200 millions d'années. Et ça, c'est unique au monde. On y va. Toujours face au massif du Mont Blanc, la conquête des traces de la préhistoire se fait la tête dans les semelles. La prairie alpine est rose, des lauriers de Saint-Antoine, piqués de campanules fragiles, de rhinanthes à crête de coque et d'arnica couleur d'or. Pas plus d'Edelweiss ici qu'au lac Blanc, mais la balade est un bonheur de délicates odeurs. L'été chauffe les névés, transformés en tourbières, et on lit dans les combes l'histoire de la Terre. Regarde ce coup d'œil qu'on a sur la retenue d'eau là, des Mossons, le lac. Regarde ça. Superbe, hein? C'est beaucoup plus grand que d'en bas. Hein. Cette végétation un peu dure, hein? Lichen. Ouais, elle est particulière cette végétation. Là, tu vois, t'as Pousse sur la pierre. Pousse sur la pierre, puis surtout sur une crête qui est ventée. Donc tiens, on a un trou de marmotte là, regarde. Tu vois? Elles ont tout gratté, tout mangé, tout chamboulé. Des jolies touffes bleues de gentiane. En fait, la gentiane qu'on utilise pour faire la liqueur et cette plante qui s'appelle du vérâtre ont exactement les mêmes feuilles. Tant que la fleur n'est pas sortie, on ne sait pas quelle plante est quoi. Et par contre, ça, c'est du poison. Donc si tu te fais une liqueur de poison, ça passe pas très bien. Ça devient rocheux quand même. Par ici, la végétation se raréfie, ouais. On est en bordure de névé. Doucement, il faut 2-3 heures, cap à l'ouest, pour atteindre les empreintes des marcheurs, laissées bien avant le plissement des Alpes. Et c'est là l'incroyable. Ici, il y avait une lagune tropicale marine. Ça, tu vois, maintenant qu'on débouche sur l'arête, on voit bien le lac du Vieil Émosson, oui, en dessous de nous. Ça veut dire qu'on est bientôt arrivé? Oui, tout à fait. Ben voilà, on y est devant la fameuse plaque, une trace de dinosaures. Apparemment, ça serait une population de 40 individus qui auraient laissé ces traces. Et les traces sont dirigées vers le sud-est. Donc ça aurait été leur direction de migration. On voit qu'il y a eu des plus petites, des plus grosses, à 3, 4 ou 5 doigts. Et il y aurait eu 9 différents animaux de plusieurs tailles. Il y en a qui étaient herbivores, d'autres prédateurs. Ah ouais. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il n'y avait pas de traces de pattes avant. Donc, étaient déjà dans position, pas tous, mais il y en a qui étaient déjà en position debout et la majorité des traces ici sont des pattes arrière. Ah, donc c'était déjà des dinosaures. Voilà, c'était dans les premiers dinosaures. Parce qu'à chaque fois on imagine cet immense dinosaure comme on nous le présente, mais il y en a eu tellement de sortes. Et les grands qu'on imagine sont apparus à moins 75 millions d'années et là on parle de 210. Un, deux, trois doigts et non, là tu en as une à 4 doigts également, entourée de craies blanches. Alors on pense que ça a 220 millions d'années? À peu près, voilà. 200-210 millions d'années. À l'époque où tout ça était sous la mer. En fait, ils l'ont découvert assez tard, je crois, genre 76, parce que c'est toujours couvert de neige ici. C'est pour ça qu'on est venu à cette époque-là, ce qui est fin août, de façon à ce que la neige ait eu le temps de fondre. On n'en est pas loin de la neige, hein. Non seulement on en a traversé, mais elle est juste là derrière nous.
En plissant les yeux, on imagine la course de monstrueux reptiles, 4 mètres, debout, lourds d'un quintal, et ils sont déjà loin. Retour en France, on a quitté la Suisse, on se retrouve au-dessus de la vallée de Chamonix, sur le domaine de Plan-Pras, 2000 mètres d'altitude, et on va découvrir la vallée. En volant, en parapente, c'est une activité qui est de plus en plus en vogue à Chamonix. On va partir en biplace, c'est un super moyen de découvrir le panorama. On va vérifier un peu le vent, qu'il n'y en ait pas trop, et Eddie va nous expliquer comment ça se passe. Eh bien, on va se préparer, Cécile, pour faire un vol en biplace. Outil pédagogique redoutable, d'accord? Donc on s'en sert pour faire des baptêmes de l'air, des vols découvertes de la vallée pour les gens qui ne connaissent pas le sport, mais aussi on s'en sert en école pour apprendre aux gens à piloter. La maniabilité. Voilà, c'est-à-dire qu'on leur fait faire des vols en biplace et comme ça ils apprennent réellement à voler tout de suite, si tu veux. Ils se retrouvent en situation tout de suite. Donc là on va se préparer face au vent et puis après on décollera face à la chaîne du Mont Blanc. Une voile normale, ça fait entre 25 et 30 mètres carrés. Une voile solo, celle-là va faire 42 mètres carrés. Donc elle est grande. Alors on va l'ouvrir, on l'étale. Là, ce que je suis en train de tirer, toi, c'est des sellettes. C'est où on va être assis. Confortablement, comme dans un fauteuil. Vas-y, t'enfiles ça comme un sac à dos, Cécile. Donc, je vais t'attacher. On va mettre le casque. Attention les cheveux. Hop. Donc moi, je vais m'installer derrière toi. Donc moi en biplace j'ai une petite sellette spéciale, tu vois, où j'ai pas de planche. C'est comme un harnais en fait. Ça veut dire que moi en fait je serai très mobile au niveau des jambes pour piloter. C'est-à-dire que tu me gêneras absolument pas. Je suis censée t'aider un peu quand même. Ah ouais, tout seul je peux rien faire. Au moment où on va gonfler la voile, ça va faire un effet spi, elle va monter au-dessus de nous, mais pendant sa phase de montée, elle va avoir tendance à nous tirer en arrière, d'accord? Donc toi, on va pas réussir à avancer, mais tu résistes en avant. Une fois que la voile, elle sera au-dessus de moi, je vais la contrôler. Si c'est bon, on va la laisser voler et je vais te dire d'avancer, d'essayer de courir jusqu'au bout. D'accord? Et à ce moment-là, toi, elle va nous arracher du sol. Si des fois je te dis stop, on recommence, c'est qu'il y a un problème. Bon ben voilà, on est prêt. On va décoller. 2, 3. Allez, on y va. Allez, résiste. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Vas-y, assieds-toi. Pousse tes fesses au fond. Voilà. Ça va? Alors, partant de Chamonix, certains pilotes sont déjà allés pratiquement jusqu'à Valence. Toi, partant le matin. Combien de kilomètres? Ouais, ça fait presque 200, un peu plus de 200 km. 9 heures de vol. Ici, Chamonix, c'est quand même réputé pour être un site exceptionnel pour voler en parapente. On pense que le parapente, c'est un truc qui est réservé à des légionnaires qui vont sauter sur Colvézi, mais absolument pas. Ça veut dire que si c'est fait dans un bon encadrement et surtout dans de bonnes conditions aérologiques, c'est un sport qui est 10 fois moins dangereux que le ski, on va dire. Voilà, j'espère que vous aurez aimé voyager à Chamonix autant qu'on aura aimé vous faire découvrir sa vallée. On se quitte entre ciel et terre après de beaux moments où l'on s'est senti souvent en delà de soi.